Bonjour tout le monde, ici Carlo Coccaro et bienvenue à ce nouvel épisode de Cette semaine à l'école, épisode du 24 septembre 2025. Cette semaine à l'école, c'est quoi? C'est le balado où notre intention est claire. Rehausser le niveau des conversations en éducation au Québec, proposer des solutions concrètes et aussi nourrir une vision lucide et rassembleuse pour nos jeunes en éducation. Et cette semaine, on s'attaque à un sujet dont on entend parler à tous les jours, un sujet qui inquiète, qui fascine puis qui bouleverse déjà nos quotidiens, autant en classe qu'à la maison, et j'ai nommé l'intelligence artificielle. Comment est-ce que nos jeunes peuvent l'utiliser intelligemment plutôt que d'en être dépendants? Et comment l'école est-ce qu'elle peut préparer nos enfants à ce nouvel univers? Et pour en débattre, j'ai avec moi le plaisir d'accueillir un nouveau co-animateur, Simon Duguay, enseignant au secondaire. Et en dernière partie, pour notre entrevue Ministre d'un jour, je suis très heureux de recevoir la chef et entrepreneur Colombe Saint-Pierre. Alors, allons rejoindre Simon maintenant. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents exclusifs à aidersonenfant.com, la ressource la plus utilisée dans les écoles du Québec pour outiller les parents avec bienveillance. Merci d'être ambitieux et de croire à l'importance de parler d'éducation autrement. Découvrez la plateforme sur aidersonenfant.com. Simon Duguay, enseignant au secondaire, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Simon, pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu avais à te décrire là, en une ou deux phrases, tu dirais quoi? Moi, je suis enseignant d'informatique en secondaire 1. Je fais des chroniques à Radio-Canada et je suis conférencier en technologie éducative. Ma spécialité, c'est l'intelligence artificielle en éducation. C'est pas un hasard. Donc, je suis content de t'avoir avec nous cette semaine comme co-animateur parce que le thème, c'est l'intelligence artificielle, mais aussi, tu es un prof sur le terrain, donc ça a doublement de valeur. Comment a été ta semaine cette semaine, Simon? Ça s'est super bien passé. Moi, j'étais en secondaire 1. On est rendu à la 3e semaine. Donc là, les élèves commencent à s'habituer au beat du secondaire. Donc, on voit là, que la routine est en train d'embarquer. Simon, quelle nouvelle a retenu ton attention dans l'actualité cette semaine? J'ai vu dans un article de Pierre-Alexandre Bolduc à Radio-Canada comme de quoi le gouvernement provincial veut fusionner différents services dans les centres de services scolaires là, ou les régionaliser. Donc, ça peut être les communications, les RH, les services de la paie, les services matériels, le soutien technologique, les taxes. Donc, ils veulent que ce soit géré par ville ou encore pour une région ou encore la province au complet. Pour certains des sujets, je peux comprendre, là, je pense les taxes scolaires, que ce soit géré d'un endroit dans la province. Bon, personnellement, je ne vois pas trop d'enjeux. Mais c'est sûr, pour tout ce qui est paye, RH, chaque centre de service scolaire a sa propre convention locale. Donc là, ça se peut que le nombre d'erreurs augmente. Là, je présume ça, c'est une question que je me pose. Ça va être à voir si ça vient se confirmer ou pas. Le soutien technologique et les communications, c'est deux services qui ont quand même les avantages à être des soutiens de proximité parce que les intervenants peuvent se déplacer dans les écoles ou encore chaque centre de service scolaire a comme sa manière de gérer les technologies. Donc, c'est sûr que je me pose certaines questions s'il va y avoir une perte de service ou encore quels enjeux il va y avoir. Je pense que ça va être au gouvernement de faire la démonstration que cette centralisation-là peut se faire sans qu'il y ait forcément d'impact sur la qualité de l'enseignement ou encore des services offerts aux élèves, mais ce sera à voir, à mon avis. Moi, ce que je pense, c'est que le ministre a annoncé ça, le ministre Drainville, là, avant que ce soit Sonia Lebel, a annoncé ça. Je pense que c'est un faux argument. Je pense évidemment, tout le monde veut que la fonction publique soit efficace, puis que les centres de services scolaires utilisent leur monde efficacement, etc., qu'il y ait de la productivité. Mais il a nommé ça en mode coupure, en disant « Ah oui, on réinvestit, mais les centres de services scolaires vont devoir faire des efforts. » La réalité, là, c'est que si tous les centres de services scolaires fermaient leur centre administratif et mettaient à pied tous leurs employés, ça comblait même pas les coupures demandées par le ministère. Puis pour ceux qui connaissent le système d'éducation et qui connaissent le système de la santé, c'est deux mondes. C'est immense le nombre de départements et de silos administratifs en santé comparativement en éducation. Donc, je suis un peu craintif moi aussi. Puis quand on parle de l'attribution des postes, là, plus c'est loin des élèves, pire sont les choix. Effectivement, et je pense qu'on gagne à avoir des centres de services scolaires qui sont à échelle humaine parce que les intervenants, on les connaît. Nous, par exemple, en communication, sont deux. En technologie de l'informatique, sont quelques-uns. On les connaît, on sait où leur écrire, on sait comment, quand on a des questions, aller les voir, quand il faut qu'on fasse, je sais pas moi, une lettre, peu importe. Bref, c'est quand même des services qui sont importants pour le fonctionnement des écoles. Et si le but, c'est de regrouper dans le but qu'il y ait le moins d'humains qui effectuent la même quantité de travail, c'est sûr qu'on va perdre à ce niveau-là. Puis ça, c'est quelque chose que l'école, je pense pas que c'est du gras qu'on peut vraiment se permettre de couper. Non, c'est ça. Il y a une limite à centraliser. Les centres de services, c'est déjà ça, une centralisation des services offerts aux écoles.
Mais là, recentraliser un plus haut niveau m'apparaît fort probablement une fausse bonne idée. De mon côté, ma nouvelle, tu vois, est similaire dans l'ambiance. Il y a une association au Québec qui existait depuis près d'une dizaine d'années qui s'appelle l'association EdTech, des entreprises et des acteurs des technologies éducatives au Québec, qui va fermer ses portes, là, qui va devenir un peu comme un comité, ou en tout cas qui va faire partie de l'ACOPS, qui est l'Association québécoise des utilisateurs d'ordinateurs au primaire et au secondaire, donc une association qui est plus ancienne. Puis l'EdTech va faire partie de l'ACOPS. Et c'est une perte pour l'industrie parce que plus un secteur est bien organisé, puis on parle des technologies éducatives aussi, qui sont centrales en éducation partout dans le monde pour les prochaines années. Là, les technologies éducatives ne vont pas disparaître, au contraire. Mais là, le secteur est en train de se désorganiser au Québec. Puis la technologie, bien, c'est important d'avoir un secteur fort au Québec et au Canada pour notre indépendance aussi. Je parle indépendance de données, indépendance de technologie, adaptation aux réalités locales aussi. Et là, ça me fait peur un peu, cette nouvelle-là. Puis les coupures annoncées font déjà en sorte que plusieurs entreprises, organismes du secteur des technologies qui ferment leurs portes parce qu'il y a plusieurs contrats qui ne sont pas renouvelés. C'est une mauvaise pente. J'espère qu'il y aura un regain d'énergie pour ce secteur-là pour mieux s'organiser puis faire en sorte d'offrir des services encore plus adaptés aux écoles du Québec et aux élèves. J'espère, puis si je ne me trompe pas, c'était cet organisme-là qui avait fait un guide de bonnes pratiques pour les technologies éducatives au Québec. C'est le genre d'initiative qui est pertinent pour aider à structurer notre réseau technologique en éducation au Québec. Donc, effectivement, là, si ces types d'initiatives-là disparaissent, c'est une perte, à mon avis. J'aimerais proposer une étoile de la semaine cette semaine, Simon, à tous les enseignants et enseignantes dont tu fais partie, qui ont eu ou qui vont avoir leur rencontre de parents de début d'année. Moi, j'aime dire aux enseignants qui font cette rencontre-là, le parent comme moi, là, ce qu'il veut, là, c'est savoir que l'enfant va être bien dans la classe. C'est de savoir que l'enseignant accueille les jeunes là où ils sont puis va les accompagner. Le manuel utilisé puis la matière vue, je pense que ça intéresse plutôt très peu les parents, mais de savoir qu'il y a un adulte qui est compétent puis qui veut le bien de nos enfants, ça fait du bien. Puis je sais que c'est une période stressante pour les enseignants de faire ces rencontres-là souvent, donc mon étoile de la semaine va à ces enseignants et enseignantes. Merci. Puis c'est tellement important aussi. Là, j'ai fait mes rencontres là, il y a 2 semaines, mais c'est aussi de leur montrer vers où est-ce qu'on veut amener leurs enfants au niveau de leur développement personnel. Autant, je sais pas, moi, dans l'organisation du travail, les relations interpersonnelles, la gestion du stress, c'est toutes des choses que je pense qu'ils viennent rassurer les parents quand on leur montre une vision claire de, bon, ben nous, on part de là, on s'en va là cette année dans le développement de votre enfant. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une période super importante en début d'année. Absolument. Merci, Simon. On se retrouve pour le thème de la semaine, l'intelligence artificielle à l'école et à la maison, dans 30 secondes. Simon, selon un sondage récent, c'est plus de 90% des jeunes Canadiens qui utilisent ou qui ont déjà utilisé l'intelligence artificielle. Puis là, on comprend, là, pour tous ceux qui ont croisé l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, Anthropic, ou peu importe si ça se trouve partout maintenant, on les voit, les gains. Il y a possibilité à l'école, entre autres, de personnaliser l'apprentissage selon les besoins, même réduire la charge de travail des enseignants. Puis en même temps, bien, il y a des enjeux de plagiat, puis que la technologie remplace l'élève, puis même la dépendance des élèves à la technologie. J'ai goût de lancer la conversation en te demandant, Simon, qu'est-ce que le programme prévoit en termes d'enseignement de l'intelligence artificielle au Québec? Je verrais 2 choses. Premièrement, en secondaire 4, dans le cours de culture citoyenneté québécoise, il y a là un module dans lequel on aborde les technologies, dans lequel on doit parler d'intelligence artificielle. C'est un des concepts au programme, mais je ne le cacherai pas que c'est un des concepts parmi une très, très, très longue liste qui arrive seulement en secondaire 4. Donc, c'est déjà un bon début. Par contre, il y a aussi le cadre de développement de la compétence numérique des jeunes, qui n'est pas prescriptif, mais qui invite les enseignants à développer la compétence numérique des jeunes. Et ça peut passer, entre autres, par leur enseigner ou du moins les éduquer à l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé d'attendre en CCQ de secondaire 4 pour commencer à faire avec nos jeunes, surtout qu'ils sont en contact direct avec cette technologie-là à partir du moment qu'ils commencent à faire des recherches Google, parce que même Gemini est rendu là. Donc, je pense que c'est important qu'on commence à préparer beaucoup plus jeunes nos élèves à cette réalité-là pour être sûr qu'ils soient capables de faire des décisions éclairées puis rester critiques par rapport à leur usage du numérique. Tu es un spécialiste de l'intelligence artificielle en général, puis est-ce que tu penses, je pense connaître ta réponse, mais je te pose la question, est-ce que tu penses qu'on devrait exclure l'intelligence artificielle de l'école? Oui, la sensibilisation, c'est une chose, je pense qu'on est tous un peu d'accord, mais dans
comme outil pour réaliser des travaux et des apprentissages. Donc ça devrait être utilisé à l'école? Bien, il n'y a pas une manière d'utiliser l'intelligence artificielle. On peut juste penser à la génération d'images versus la génération de texte. C'est deux choses qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes impacts. Utiliser de l'IA pour rechercher de l'information, c'est pas les mêmes enjeux qu'utiliser l'IA pour, après ça, rédiger le texte aussi. Juste comme je le disais, Google qui est rendu dans les recherches, mais il existe d'autres moteurs de recherche qui sont super intéressants pour trouver des articles qui sont diversifiés. Okay. Ma position par rapport à ça, c'est que je pense que plus le parcours scolaire avance, plus on devrait leur montrer un petit peu comment s'en servir d'une manière intègre, d'une manière critique, parce qu'après ça, si on les envoie dans la société sans qu'on leur ait montré comment bien s'en servir de cette technologie-là, ben ils vont arriver soit au cégep, où il y en a qui vont au professionnel, ou il y en a qui arrêtent le parcours scolaire à ce moment-là. Et je pense que c'est d'envoyer des personnes qui ne sont pas prêtes à cette réalité-là dans la société. Donc, je pense qu'on a un certain rôle à jouer. Est-ce que maintenant, en maternelle, on doit mettre ChatGPT dans les mains des élèves? Pas du tout. C'est pas là que je veux aller. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une progression à ce niveau-là qui peut commencer sans manipulation d'intelligence artificielle, dans laquelle on va faire une éducation au risque de biais, de désinformation, quand on parle des hallucinations des IA. Mais plus on avance dans le système, plus je pense que ça va être important dans des environnements qui sont contrôlés avec des logiciels qu'on sait qui vérifie là, les données des élèves, là, que c'est en sécurité. Donc, je pense que c'est le genre de choses que le milieu scolaire devrait faire. Mais c'est mon opinion personnelle. OK. Pose-moi la question que tu voulais me poser tout à l'heure. Mais je vais te poser la question, toi, comme parent, c'est quoi tes attentes par rapport au système scolaire, par rapport à l'enseignement de l'IA? Ça, c'est une bonne question. Moi, je te dirais, je suis probablement en mode... Je pense que l'intelligence artificielle va changer nos vies dans un horizon de 5, 10, 15 ans, va changer les emplois dans un horizon de 2, 5, 10 ans. C'est littéralement une révolution qui s'en vient avec l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'enflure, mais il y a beaucoup de réalisme avec ça. Ça fait quoi? 3 ans que ChatGPT a été lancé, 3-4 ans, puis déjà, je pense, 20% du code de chez Google est créé par l'intelligence artificielle. Donc, ça montre à quel point c'est un outil de productivité extraordinaire en contexte de travail. Moi, je m'attends à ce que l'école prépare les jeunes au monde de demain. Donc, ce que ça veut dire, c'est apprendre à utiliser l'intelligence artificielle et toutes ces mises à jour quotidiennes, parce que c'est hallucinant à quel point ça va vite, mais je pense que nos jeunes doivent apprendre à l'utiliser de façon intelligente, de façon à ne pas perdre les acquis pour leur cerveau, parce que c'est un peu ça, des fois, les enjeux. On trop utilisé l'intelligence artificielle, mais on ne développe plus peut-être les compétences et les connexions neuronales de base pour le cerveau. Mais je m'attends à ce que l'école soit à l'avant-garde, parce que si l'école n'est pas à l'avant-garde, bien, nos jeunes vont arriver en retard sur le marché du travail ou dépendants d'une technologie qui va être omniprésente. Oui, moi j'en parlerai, puis peut-être pas en maternelle, comme tu disais, mais mes garçons, là, en 3e, 4e, 5e, 6e année du primaire, faisaient des travaux de recherche qui menaient à des présentations. Ils étaient dans une école alternative, donc il y avait quand même beaucoup de travaux personnels puis de projets personnels. Bien, ils vont sur Google, puis les jeunes d'aujourd'hui vont sur Google 5 fois par jour. L'IA est là. Donc, on ne peut pas juste l'ignorer. C'est là. Donc, mais ce n'est pas toujours vrai ce qui est écrit, puis ce n'est pas toujours suffisant, puis ce n'est pas toujours assez loin. Puis comment l'élève peut bonifier sa réflexion grâce à l'IA m'apparaît fondamental. Parce que si on ne leur dit pas comment le faire, ils vont le prendre tout le temps pour du cash, puis ils vont l'utiliser probablement à mauvais escient après. Effectivement. Puis moi, les deux défis que je vois par rapport à un, ça implique que les enseignants font quand même du développement continu sur le sujet. Si on ne veut pas rester pris en arrière, il y a entre autres l'école branchée qui publie beaucoup là-dessus. Ça peut être super intéressant comme ressource à suivre, mais ça implique aussi qu'on montre à nos élèves comment apprendre par eux-mêmes par la suite aussi. Je veux dire, ChatGPT, quand c'est apparu, c'est pas une technologie qu'on avait vraiment vu venir. À part les experts dans ce domaine-là, personne ne s'est sorti du jour au lendemain. Et il va peut-être y avoir d'autres technologies qui vont émerger de nulle part dans quelques années. Donc, c'est important qu'on montre à nos jeunes comment développer leur esprit critique, mais comment trouver les bonnes manières de s'informer, d'aller se former par eux-mêmes pour qu'une fois qu'ils sont sortis du domaine scolaire, ils soient capables de se garder à jour par rapport au numérique aussi. Puis ça, je pense que c'est un beau défi qu'on peut se poser, le milieu scolaire. Oui. C'est dur pour les enseignants aussi de mettre un cadre à tout ça parce que d'un côté, je pense que ça prend un cadre ministériel à mon avis parce que sinon, ça va aller dans toutes les directions. Mais le cadre ministériel, il y a un document qui a été déposé il y a quelques semaines, mais tu sais, c'est vide, là. Ça demande à tous les milieux de eux-mêmes penser à un cadre, mais
les centres de services scolaires sont en mode survie, doivent couper les gens qui ne sont pas en lien direct avec les élèves. Je veux dire, il n'y a rien qui va se faire à ce niveau-là. Donc, le prof lambda dans sa classe, là, il est pris avec ça, avec « J'ai-tu le droit d'utiliser l'intelligence artificielle pour mon travail? J'ai-tu le droit de l'utiliser avec les élèves? Est-ce que les élèves ont le droit de l'utiliser pour faire des travaux? Mais en même temps, s'ils le font, est-ce que c'est eux que j'évalue ou c'est l'intelligence artificielle? » C'est plein de questions fondamentales pour lesquelles ça prend des réponses. Et ça prend des réponses vite. Mais c'est clair que ça passe par la formation, par l'encadrement. J'encourage les enseignants qui nous écoutent à utiliser l'intelligence artificielle eux-mêmes pour voir les forces, les faiblesses, les limites, puis à faire des expériences avec leurs élèves parce que ça ne s'en va pas comme technologie, ça va rester puis ça va être amplifié. Effectivement. Puis juste pour le développement professionnel, on dit que ça prend du développement professionnel, mais l'IA peut servir à ça. Il existe maintenant les fonctions de recherche avancée qu'on peut faire dans ChatGPT, Perplexity, puis on peut lui demander, hey, je suis un enseignant, j'ai une base de connaissances en IA, qu'est-ce que je devrais savoir pour adapter mes pratiques d'évaluation ou encore qu'est-ce que je devrais enseigner aux jeunes. Et là, on le laisse rouler 15 minutes, puis après ça, on a un rapport de 12 pages sur le sujet avec des sources qu'on peut aller valider. Donc, c'est sûr que ça peut être un outil qui nous aide là-dedans aussi, mais il faut l'avoir déjà essayé, il faut avoir une certaine aisance. Là. Donc, il faut quand même avoir déjà eu une base de développement là-dessus. Ça amène la question aussi dans notre deuxième bloc de réflexion, c'est à la maison. Parce que pour les parents qui nous écoutent, c'est le même défi, là, nos jeunes. Moi, j'ai 3 garçons, ils l'utilisent un peu, beaucoup, mais je me dis, devrais-tu? Des fois, je me retiens d'en parler à la maison avec ma femme qui est enseignante en disant, moi, je l'utilise régulièrement, l'intelligence artificielle, mais j'en parle pas trop à la maison. Je ne veux pas donner ce réflexe-là à mes jeunes pour qu'ils l'utilisent pour contourner les efforts qu'ils doivent mettre. C'est très, très, très challengeant. J'aurais tendance à dire que ce serait important que tu en parles avec tes jeunes d'une manière qui est, sans dire décomplexée, mais qui est sans jugement. Dans le sens que probablement que tes jeunes, je fais pas de... J'assume rien pour tes jeunes, là, mais probablement la majorité des jeunes l'utilisent et sans forcément en parler avec leurs parents. Là, les statistiques le démontrent, peu de jeunes vont parler de ce sujet-là avec leurs parents, mais c'est important comme parent d'ouvrir ce canal de communication-là. Puis ça peut être par des questions du genre « Hey, j'ai vu ça dans les nouvelles, ils ont fait une fausse vidéo, as-tu déjà entendu parler de ça? » Ou « Ah, est-ce que tes profs t'en parlent d'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire à votre école? Est-ce qu'ils vous ont montré des choses? Ça m'intéresse. » Le but, c'est juste de montrer aux jeunes que c'est un sujet qu'on peut aborder avec les parents, qu'on peut avoir cette discussion-là. Comme ça, le parent peut faire 2 choses. Un, il peut voir que si le jeune qui parle de son usage, on peut venir recadrer certaines choses. Fait que, mais tu sais, je sais pas si tu le savais, des fois, il y a des infos qui sont pas bonnes, mais voici comment tu peux aller vérifier. Donc, on peut faire une partie de cette éducation-là à la maison. Mais après ça, si on voit qu'il y a certains usages qui vont dépasser une certaine limite, j'aime ça appeler ça mes drapeaux rouges, ben là, on peut soit venir recadrer ou aller chercher de l'aide qui est nécessaire. Mais si le jeune ne nous parle pas de l'usage qu'il fait de l'IA, ben comme parent, on ne saura pas qu'il y a des usages qui peuvent être problématiques ou des usages qui sont peut-être pas assez critiques, par exemple. Donc, je pense que c'est pour ça, et c'est ça que les différents guides, le Common Sense, ont fait une étude sur le sujet, puis c'est ça qu'ils disent. Il faut que les parents en parlent avec leurs enfants, ouvrir ce canal de communication-là pour être sûr qu'on soit capable d'encadrer, mais d'éduquer aussi nos jeunes. Je pense que pour les parents qui nous écoutent aussi, qui ont très peu de connaissances technologiques ou en intelligence artificielle, je vous dirais, mettez-vous à l'intelligence artificielle. Allez poser des questions, puis vous le voyez dans Google, comme tu disais, Simon, tout à l'heure, mais allez poser des questions à l'intelligence artificielle, renseignez-vous. Puis une bonne façon de le faire, c'est de le faire avec son enfant, dans la vision que tu as aussi, parce que d'apprendre à 2, c'est pas mal. On n'a pas à tout savoir. Là, on n'est plus, plus comme les maîtres là, de l'école ancienne où on enseigne le savoir. Alors, non, nos jeunes nous dépassent dans plein d'affaires. Ils peuvent nous montrer des choses. Puis comme tu dis, hein, il y a des risques. Puis dans les risques déjà soulevés, des fois, c'est même la dépendance émotionnelle à l'intelligence artificielle parce qu'il y a des jeunes qui vont communiquer énormément. Puis l'intelligence artificielle, pour ceux qui l'ont vu aller, nous répond de façon quasi humaine dans les tournures de phrases, dans le style. Puis même quand on active la voix, peut nous répondre à voix haute. Évidemment, c'est des voix de synthèse, mais de très, 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 très grande qualité. Oui, la qualité s'améliore énormément. Et ça, quand on ne sait pas pourquoi, je veux dire, il y a certaines applications, mais AI de Snapchat, le but d'entretenir la conversation, c'est d'aller requêter des données publicitaires chez les gens pour ensuite faire du placement publicitaire. Il y a des fins commerciales derrière ça. Certains sites web, le but, c'est que tu écoules des crédits pour en acheter d'autres par la suite. Une fois que les jeunes comprennent qu'il y a un objectif derrière ces systèmes-là, pourquoi ils sont si gentils, pourquoi est-ce qu'ils te relancent, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis là, je parle pas forcément de ChatGPT, mais d'autres qui sont plus faits exactement pour ça, qu'il y a des enjeux un peu capitalistes derrière ça. Il y a bien des jeunes qui vont faire « Ah, OK, maintenant je comprends ». Puis quand le robot va leur dire en disant « Puis, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine », ils vont peut-être y réfléchir à 2 fois avant d'aller raconter toute leur vie à un robot qui va pas faire attention à leurs données puis que le but, c'est de faire de l'argent. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler avec nos jeunes puis de les éduquer à ça. Une partie peut se faire à l'école, mais une partie peut aussi se faire à la maison.
comme parent aussi, je me dis que on sait quand les outils sont gratuits, c'est parce que c'est nous le produit. Mais c'est encore plus vrai que l'intelligence artificielle. Ton exemple est le bon. Plus on nourrit de données personnelles, j'ai fait ça en fin de semaine, j'ai pensé ça, j'ai vu ça, et plus on nourrit la bête. Et la bête, après ça, elle s'améliore. Mais elle s'améliore avec nos données à nous, puis notre vrai vécu, notre vraie réalité. Je pense qu'il faut considérer comme parents, dans un avenir plus ou moins rapproché, à se procurer des abonnements pour des services éthiques, là, des services qui respectent vraiment la vie personnelle en intelligence artificielle, autant qu'on le ferait pour un téléphone. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de parents qui accepteraient de donner un téléphone et une ligne téléphonique à leur enfant s'ils savaient que leur enfant était 100% du temps sous écoute et enregistré. On ne le ferait pas, le coût est trop grand. Mais c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Pensez à abonner vos enfants à des services éthiques. Quand je dis éthique, c'est qu'ils respectent la vie privée et les données. Idéalement, que les données sont plus locales que juste aux États-Unis aussi, là, plus canadiennes, m'apparaît être un investissement sensé. Puis moi, c'est ce que je m'apprête à faire pour mes enfants parce que le risque est trop grand de perdre le contrôle de ça. Effectivement, je ne sais pas si tu savais aussi, ChatGPT s'en vient aussi avec un contrôle parental, là. Un parent pourra avoir un contrôle chez les jeunes. Éventuellement, peut-être que les centres de services scolaires vont avoir certains outils qui vont faire partie de leur suite Google ou de leur suite Microsoft qui ont cette protection de données-là. Donc ça peut être un avenir intéressant à ce niveau-là. Mais on aurait beau leur donner un abonnement, je ne sais pas moi, à ChatGPT, peu importe, qui est gratuit, mais si après ça, l'élève s'en va vers des applications qui sont plus ludiques d'IA, qui sont pas protégé pantoute, puis qui va mettre toutes ces informations-là, ou qu'après ça, il s'en va sur MyAI ou, je sais pas, moi, les chatbots dans Messenger, puis qui va mettre toutes ces informations-là, ou il va mettre toutes ces photos sur Instagram. Donc, je pense que cette éducation-là, à quelles données est-ce que je vais mettre en ligne, c'est quelque chose qui est très important à faire aussi. Là, pas juste par rapport à l'intelligence artificielle, mais pour tout l'environnement numérique, c'est quand même un rôle qu'on a à jouer. Absolument. Simon Duguay, enseignant au secondaire, chroniqueur dans plein de médias. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour co-animer cet épisode. Je pense qu'on va se revoir dans les prochaines semaines aussi pour aller encore plus loin. Entre autres, un point qu'on voulait aborder et qu'on n'a pas eu le temps, c'est tout ce qui touche la désinformation, les fausses nouvelles, les hallucinations. D'après moi, on va s'en parler dans quelques semaines. Effectivement. Bien, merci encore pour l'invitation et ce sera un plaisir de revenir à ton podcast. Merci Simon, à bientôt. Au revoir. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WorkU, qui met en valeur celles et ceux qui s'engagent pour l'inclusion et la réussite des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Découvrez WorkU sur nureka.co. Elle a grandi sur une île avant de parcourir le monde pour revenir au Bic, dans l'estuaire du Saint-Laurent, près de Rimouski. Entrepreneur et chef primé au laurier de la gastronomie, Colombe Saint-Pierre voit l'alimentation comme un projet de société. Aujourd'hui, elle devient ministre de l'Éducation d'un jour. Colombe, merci d'être là. C'est tellement un beau projet. Juste un jour, hein, je me dis... Oui, un jour, ça vient avec un peu moins de pression. On peut faire des grands changements, s'en aller, puis après ça, on n'a pas toutes les répercussions de la presse qui nous reviennent après. Je t'ai présenté dans mon intro, Colombe, mais toi, là, quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, là, comment tu te présentes en une phrase? En une phrase? Moi, je pense que je suis une fille du peuple. J'aime les gens. Je pense que je suis... en fait, je pense que je suis une patriote. Ouais. OK. Donc, femme du peuple et patriote. Oui, si on veut, dans bien des sphères. Évidemment, c'est sûr que mon expertise, c'est l'alimentation et par extension, la gastronomie, mais je me suis intéressée de base aux grandes lignes qui posent la question de qu'est-ce que la culture culinaire, puis qu'est-ce que ça signifie pour une société, tu sais. Puis okay. comme un marqueur de société, c'est-à-dire la façon qu'on a de s'alimenter et tout ça, pour moi, c'est politique. Fait que, pourquoi pas ministre de l'Éducation? Bien, je pense que tu es faite pour ce poste-là. Comment a été ton parcours scolaire, Colombe? Facile, difficile? Quel genre d'élève est-ce que tu étais? Bien, ça, c'est très drôle parce que moi, je suis comme plutôt considérée comme une rebelle, mais j'étais très, 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 très studieuse. J'étais une élève modèle. J'étudiais... Oui, je suis pas une surdouée de naissance du tout. J'étais douée parce que je travaillais. Fait que, tu sais, moi, je suis une travaillante. Je travaille. Okay. Pour arriver à des résultats, je suis obligée de travailler. Je l'ai pas eu facile dans cette optique-là. Mais c'est sûr et certain que, tu sais, j'ai été première de classe du primaire jusqu'à l'université.
Fait que ton parcours t'a amené à comprendre rapidement que tes efforts donnaient des bons résultats. Oui. Parfait. Écoute, Colombe, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le premier ministre t'a appelé hier soir et t'a dit « Colombe, j'ai besoin de toi. Tu es ma nouvelle ministre de l'Éducation pour la prochaine journée. » Puis là, tu viens à Montréal ou à Québec, tu arrives, tu vas dans le bureau du ministre, ton cabinet t'attend, les journalistes sont de l'autre bord de la porte et là, ils attendent la première déclaration, la première réforme de la ministre Colombe Saint-Pierre. Quelle est-elle? Bien, de par mon parcours, j'ai comme pas le choix, là. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont reliées. Il y a un autre ministère aussi qui est bien inquiétant quand on parle de politique, la santé. Moi, déjà, je commencerais parce que les gens, j'imagine, s'attendraient à ça, à changer les menus dans les cafétérias. Ouais, puis essayer de proposer aussi une réforme au niveau des budgets qui sont reliés à l'alimentation dans ces institutions-là, parce que je pense que ça fait longtemps que ça traîne. Oui, oui. Mais tu as raison qu'au fil des années, puis contrairement à d'autres pays, tout ce qui touche la nourriture est vraiment au second plan dans nos écoles. D'ailleurs, de plus en plus d'écoles n'ont plus de cafétéria. C'est des traiteurs là, qui vont venir. Les parents font ce qu'ils peuvent avec les lunchs. Dans certains pays, comme en France, entre autres, et en Italie, il y a littéralement encore des cafétérias avec des cuisiniers-cuisinières qui préparent les repas. Ça fait partie vraiment de leur culture. Mais au Québec, c'est comme si la nourriture, autant en éducation et surtout même en santé, on le voit dans les hôpitaux, c'est pas important la qualité de la nourriture pour le bien-être physique des gens, alors qu'on sait que c'est fondamental. Là. C'est fondamental. Chez nous, on a mangé du petit bouillon toute ma vie. On nous a expliqué très tôt dans la famille comment dépecer un poulet, comment faire un bouillon avec. On mangeait des vraies pommes de terre, on mangeait pas de la poudre. Il n'y a jamais eu de poudre qui est rentrée chez moi. Ce que tu dis, dans le fond, c'est que évidemment, tu remettrais donc l'alimentation comme un vecteur important des apprentissages et du bien-être des élèves et du personnel aussi, j'imagine, dans les écoles, des cafétérias. Est-ce que tu as parlé de... Chez toi, il n'y avait pas de poudre. Je comprenais que tu ne parlais pas de drogue. Là. Tu parlais plus de poudre en sachet. Il n'y avait pas... On va retenir la citation. Colombe, Saint-Pierre, chez elle, il n'y avait pas de poudre. Il n'y avait pas de poudre. Mais donc, c'était des aliments non transformés, donc tu sais, qui ne sont pas passés à travers toute l'industrialisation de l'alimentation. Est-ce que tu amènerais dans ta réforme cette notion-là de remontrer aux élèves comment s'approprier la nourriture on à l'école? En vient à ma deuxième suggestion. Moi, je réintégrerais les cours d'économie familiale. C'est-à-dire qu'on apprend, sexualité, on apprend comment... faire de la croustade aux pommes, on apprend à gérer un budget. Couture. La couture, juste réparer des petites affaires, tu sais, puis je mettrais même là-dedans des petites notions, tu sais, de plomberie puis d'électricité. Tu sais, comment ça marche? Parce que moi, comme entrepreneur, je vous le dis, j'ai plein... Les jeunes sont fascinants, là. Ils sont pas moins intelligents, mais... Tu sais, on le sait pas, tu ne sais pas comment ça marche, fermer l'eau d'un robinet, tu ne sais pas comment faire une tarte, tu ne sais pas comment... même l'hygiène, c'est niaiseux, mais ces cours-là, moi, je m'en souviens, puis même la sexualité, quel sujet délicat, tu sais, comme de l'aborder dans un format, tout le monde ensemble, tu n'as même pas le choix, tu es là. Tu sais, nous, la contraception, puis ça, c'est toutes des choses. Moi, aujourd'hui, mes filles sont complètement perdues. Il n'y a pas personne qui leur a expliqué ça. Puis moi, on ne peut pas en parler, tu sais, parce que... Non, c'est ça. Ils roulent des yeux puis ils changent de pièce rapidement quand on essaie de leur parler de ça. Ces notions-là, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des clics, je vais me positionner, que moi, je trouve extrêmes, souvent avec des fondements religieux qui sont contre ces sujets-là, entre autres la sexualité, même la religion, en disant non, ça, c'est les familles à la maison. Moi, je suis d'avis, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Moi, je suis d'avis que l'école est un vecteur d'égalité des chances. Complètement. Et que quand ça devient des enjeux de santé publique, je pense entre autres à tout ce qui touche la contraception, les infections transmises sexuellement, ça devient des enjeux de santé publique. Donc, quand les parents n'ont pas les connaissances, n'ont pas les compétences d'en parler avec leur enfant, bien, la société est mieux et chaque enfant individuellement va être mieux si ça se discute à l'école de façon intelligente. Complètement. Donc, c'est... Moi, je le vis. On partage ça ensemble. Moi, j'ai 3 filles.
Vous avez 3 garçons Ouais. dans un âge vraiment où À peu près le même âge que tes filles. Oui, Oui, mais tous ces sujets-là sont extrêmement complexes. Je trouve ça un peu ingrat comme moment. Tu sais, il y a le moment où ces jeunes-là deviennent des jeunes adultes. Il y a tout un bout impénétrable de leur personnalité auquel nous, les parents, on n'a pas accès. Ça fait partie de leur affirmation. Genre, les parents, là, c'est beau, là. Moi, j'essaie de me détacher de cette emprise-là que les parents peuvent avoir, tu sais, sur les enfants. Fait que ça, c'est une réalité totale et profonde. Il n'y a pas un parent qui va dire « Hey, moi, mon ado, hey, on parle de tout, là, ça va bien. Ça, c'est juste sur Instagram, sur Facebook, ces parents-là existent. Oui, puis on le sait que ça cache. Oui, c'est ça cache d'autres choses. Puis tu sais, tu as raison parce que aussi quand ces informations-là, entre guillemets, de base, faire la lessive, apprendre à faire des pâtes, faire une sauce, cuire des œufs, coudre, tout ce qu'on a nommé, quand c'est appris à l'école, bien, ça fait beaucoup de sens aussi. Puis c'est un milieu, quand c'est bien fait, par des adultes significatifs qui ont un bon lien avec les enfants, bien, ça permet aux jeunes de vraiment découvrir les vraies choses de la vie. Puis il y a des bonnes chances qu'ils ramènent ça à la maison sans que ce soit dans la confrontation avec les parents. Au pire, même si c'est pas tout de suite. Tu sais, parce que je veux dire, la confrontation fait partie de l'affirmation. Puis on le voit, tu sais, des fois, les parents, ils sont découragés. Ils sont comme, je n'arrête pas de leur dire, puis qu'est-ce que ça va donner, mon Dieu, plus tard. Tu sais, puis on le voit là, après, là, quand ce moment un peu trouble-là est passé, vers 17, 18 ans, 19 ans, quand vraiment, là, ils embarquent dans le monde adulte, là, whoop, tout ce que tu auras pu répéter toute ta vie, toute la journée, tout d'un coup, c'est admis, puis c'est acquis. Fait que, il ne faut pas désespérer. Ça me d'autres. Oui, mais merci, hein, parce que ça, on les deux parents d'ados, là, de 3 ados, on vit d'espoir de certaines journées, certaines semaines. Donc, merci de me rafraîchir la mémoire. Si tu as besoin, des fois, qu'il y a un peu de déprime, appelle-moi, Colombe. Oui, c'est ça. Non, c'est juste une phase, ça va revenir, fais-toi-en pas. Colombe, est-ce que tu as d'autres réformes que tu aimerais mettre en place? Oui, j'en ai plein. Vas-y. Disons qu'on se base sur la question initiale qui était ton parcours à l'école. Toi, qu'est-ce qui t'a manqué? Moi, ce qui m'a manqué, moi, on ne m'a jamais appris à voter. On ne m'a jamais appris. J'ai pris des cours de politique parce que, puis je pense que, tu sais, étant donné notre situation particulière ici au Québec, un territoire qui a été colonisé à multiples reprises, un territoire sur lequel on est arrivé, il y avait déjà des gens, il y avait déjà les Premières Nations. Toute cette histoire-là extrêmement complexe, riche et qui est essentiel au développement d'une fierté, d'une histoire. Et pourtant, notre devise, c'est « je me souviens ». Mais tu demandes à plein de jeunes, à moins qu'ils en soient déjà des passionnés de l'histoire du Québec, parce que moi, je l'étais. Donc, j'ai été chercher ces informations-là, mais de façon personnelle. Et ça, pour moi, étant donné la multi-ethnicité de ce territoire-là, ça devrait vraiment, vraiment faire partie de notre système de l'éducation, de comprendre d'où on vient, qui on est, qui nous ont influencés, comment ça se fait, tu sais, puis on fera jamais la paix à vivre ensemble si on ne sait pas d'où on vient tous, tu sais. Colombe, tu as la chance de côtoyer beaucoup de jeunes. Évidemment, tu es maman de 3 enfants, mais tu en côtoies dans ton restaurant, tu l'as nommé, puis probablement dans ta clientèle. Comment tu la trouves, notre jeunesse? C'est quoi leur point fort, leur force? Qu'est-ce que tu observes d'eux? Je trouve que nos jeunes ont énormément de pression aussi. Je trouve qu'on leur a mis sur le dos les problèmes de l'environnement, les problèmes de racisme, les problèmes de... Puis c'est dans leur compréhension de tout ça que des fois, tu vois, c'est disloqué. Il faut faire attention, hein? Tu parles pas de grands sujets comme ça. Des fois, tu sais, le développement du cerveau, là, il y a un moment... Tu sais, quand tu dis à un enfant, là, le racisme, là, si tu dis noir, t'es raciste. Là. Moi, j'entends ça dans les écoles en ce moment. Tu sais, il est beau ton chandail noir, hey, t'as pas le droit de dire noir, t'es raciste. Tu sais, comme, c'est parce qu'à un moment donné, on est comme... Il y en a que... C'est ça, il faut faire attention. Oui. Moi, leur niveau de compréhension... Je le vis avec mes gars, ça. Je le sens... C'est dur à mettre le doigt dessus, mais je le sens... Cette forme de pression-là, de perfection. Là, on est tous contre le racisme et l'homophobie, tout ça. C'est pas ça le point. Oui. Mais dans le choix des mots, dans le choix des blagues, quand on sait que leur intention, des fois, est vraiment juste dans le plaisir puis dans l'échange, puis que là, ils se le font dire, soit par des amis ou par des adultes,
ça devient lourd à cet âge-là, là, à 10, 12, 15 ans, de devoir porter toute cette pression-là qu'on dirait que s'est accumulée au fil des 50 dernières années sur cette jeunesse-là. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas la répartie puis la compréhension de l'ensemble. Tu sais, fait que, tu sais, moi, j'ai vu ça là, dans les cours d'école, tu sais, genre deux jeunes qui s'arrosent avec leur gourde d'eau, tu sais. Puis, tu sais, il y en a un qui débarque, puis tu gaspilles l'eau potable, puis bon, machin, puis... Mais tu sais, au-delà de ça, tout le monde flush, tu sais, avec de l'eau potable, puis il n'y a pas personne qui écœure personne quand, tu sais... Colombe, la journée est déjà terminée, puis là, tu t'es dit, je peux pas prendre toutes ces décisions-là, puis rester dans mon bureau. T'es allé dans une école de ton coin, t'es allé serrer des mains, puis te montrer la face au Kodak, puis là, t'étais un peu nostalgique à la fin, les élèves sont partis, tout le monde est parti, puis tu t'es dit, hey, je vais laisser un petit mot au tableau pour les jeunes quand ils vont revenir demain matin. C'est quoi la phrase ou les mots que tu écris au tableau pour ces jeunes? C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai comme, tu sais, dans ma petite culture entrepreneuriale, puis avec l'histoire que j'ai complètement appris par cœur du Québec, tu sais, je trouve qu'on est peureux des fois, puis qu'on n'ose pas, puis qu'on est un peuple extraordinaire, puis très créatif, puis qu'on n'ose pas assez s'affirmer, on n'est pas assez fiers de notre fierté, tu sais, puis... je dirais, tu sais, comme justement à tous ceux en qui sommeille quelque chose, tu sais, de peut-être plus grand que ce que tu oses faire. Bien, je dirais qu'il faut savoir prendre des risques pour être libre. Colombe Saint-Pierre, ministre de l'Éducation d'un jour, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci beaucoup à Simon Duguay, notre nouveau co-animateur, pour son regard terrain. Merci à la chef et entrepreneur Colombe Saint-Pierre pour sa vision de l'éducation comme ministre d'un jour. Et si vous avez aimé l'épisode, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner pour ne rien manquer. Allez, on se reparle la semaine prochaine. Ciao!